Bienvenue encore sur cette 6e édition du Forum de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc c'est la fin, je crois que c'est notre dernier plateau et je suis en compagnie de Marwan Al-Dandachi. Donc déjà merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis je suis content d'ailleurs de terminer avec toi sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui parce que toi donc, tu es accompagnateur au sein de Indie Hosters et tu fais partie aussi du collectif Les Chatons. Les petits chatons. Du coup, ça va être l'occasion pour nous là d'en parler déjà. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que ce collectif, en quoi ça consiste? Alors, c'est un collectif d'hébergeurs alternatifs transparents et j'ai oublié le reste. Tout à fait. Bonjour Mathias, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, je m'appelle Marwan et le collectif des chatons, c'est un collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Okay. Donc, collectif d'hébergeurs, quel type d'hébergeurs on parle? On parle d'héberger vos données numériques. Aujourd'hui, les données numériques, les données personnelles, elles ont quasiment plus de valeur que le pétrole et donc on est un collectif d'hébergeurs avec des valeurs très fortes. Voilà, sur l'ouverture, la transparence, la neutralité et la solidarité. Okay. Et donc, je représente aujourd'hui un hébergeur aussi, Indie Hosters, qui a contribué à la création de ce collectif des chatons. Okay. Donc oui, Indie Hosters, c'est presque national, non? C'est ça, c'est pas forcément une structure locale, quoi. Vous êtes plusieurs sur toute la France. Tout à fait. On est aujourd'hui une dizaine, on est répartis sur toute la France et on travaille avec tous les territoires. Okay. Et donc voilà, c'est aussi la raison de ma présence en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on travaille avec l'Université de Poitiers, par exemple. Ok. Et du coup, peut-être on peut venir essayer. Je te laisse cet exercice-là, moi j'en serais pas capable, d'expliquer un peu ce que c'est concrètement qu'un hébergeur. C'est toujours un peu une zone d'ombre pour nous, grand public, quoi. En fait, même quand on est un tant soit peu intéressé par le sujet, il y a toujours cette étape où on n'arrive pas vraiment à définir ce qu'est un hébergeur. Voilà. Est-ce que toi tu veux bien essayer de le faire? On va prendre l'exemple des photos de vacances, des photos de famille. Que vous les hébergez sur Facebook ou bien sur votre outil de stockage de documents. Ce qui vous permet d'avoir accès à ces photos de famille, c'est parce qu'il y a des machines et des serveurs qui tournent 24 heures sur 24. Donc ce qu'on appelle les data centers, donc ce qui regroupe tous ces serveurs. Voilà, c'est des gros lieux qui hébergent toutes nos données. Récemment, on avait entendu parler d'OVH qui a brûlé, qui a eu un accident où son data center a brûlé. Et donc en fait, le métier d'hébergeur, c'est vraiment l'idée de prendre soin de vos données, qu'elles soient personnelles, professionnelles. Mais c'est aussi d'héberger des outils qui vont vous permettre de coopérer ou de travailler. Voilà, on va prendre l'exemple des agendas, des mails. Aujourd'hui, quand vous envoyez un email, en fait, votre email, il fait un ping-pong sur plusieurs serveurs. Et donc, voilà, ça c'est vraiment la zone d'ombre qu'on ne voit pas par rapport au numérique et l'impact écologique du numérique, c'est qu'il y a des machines et des serveurs qui tournent 24 heures sur 24. Et si on prend l'exemple des services des GAFAM, donc Google ou Microsoft, on vous dit que c'est gratuit, mais en fait il y a un véritable impact écologique parce que on vous ouvre un compte avec tout un tas de services dont vous n'avez peut-être utilisé que 10% du potentiel, et ça pour nous c'est un véritable sujet, parce que si on veut atteindre la sobriété numérique, il faut qu'on ait des usages adaptés. C'est-à-dire, moi j'utilise un outil parce que ça répond à un besoin. L'outil magique, tout en un, il n'existe pas. Il n'existera jamais en fait. C'est vraiment comment est-ce qu'on crée une culture autour de l'usage qui soit vraiment, j'ai un besoin, j'ai un outil et donc je l'utilise. Sans parler du fait que du coup, comme on peut stocker nos données sans forcément prendre conscience de ça, parce que c'est effectivement une zone obscure un peu lointaine. Moi le premier d'ailleurs, du coup je laisse traîner des données que j'utiliserai peut-être jamais. Il faut que je fasse un peu de nettoyage effectivement, parce que j'ai pas forcément cette notion-là de oui, une donnée en fait c'est stocké quelque part, donc ça tourne en fait en permanence pour moi. Et là en l'occurrence du coup les services, j'imagine des chatons, ça permet aussi de comprendre vraiment correctement et directement quel impact ça a et comment du coup je peux en fait l'utiliser. C'est même pas, moi dans ce que tu dis j'entends pas de moralité, quoi. C'est pas en fait une histoire de morale, c'est juste de dire voilà, au moins je sais ce que je fais, je sais en fait un peu finalement comme le garagiste aussi qui va précisément dire quel outil, quelle fonction ça a, etc. On a quand même à peu près une vision claire sans forcément être non plus le technicien compétent et qui va faire ce service là, mais juste en fait on sait de quoi ça parle, quoi. Globalement on a les grandes idées.
C'est ça complètement. Après, ce qui est important, c'est que si demain vous contactez un hébergeur, un membre des Chatons, il va avoir cette philosophie de vous accompagner, de vous aider dans votre démarche de souveraineté numérique, parce que c'est ça le sujet. Aujourd'hui, quand vous utilisez un service gratuit, c'est parce que vous êtes le produit. Quand vous acceptez des conditions générales qui font des pages et des pages et des pages et que vous ne les lisez pas, c'est parce que justement on va faire de la promotion, ou quand vous écrivez un email, qu'on vous suggère un mot, ça veut dire qu'il y a une intelligence artificielle en fait qui travaille et qui vous analyse. Ce qui est intéressant chez les hébergeurs membres du collectif des Chatons, c'est qu'il y a un engagement sur 7 principes pour justement respecter votre vie privée, ne pas être dans une marchandisation à outrance, c'est-à-dire pas de publicité, et d'utiliser des logiciels libres. Et ça, c'est un sujet, on pourra en reparler tout à l'heure, sur l'utilisation de logiciels libres dont le code est accessible à toutes et à tous. Exactement. Après, j'allais juste dire que un peu le nerf de la guerre, c'est justement là le combat en fait il est sur les GAFAM et donc sur leur gratuité, et c'est vrai que les GAFAM ont cet outil, cette force de frappe assez énorme face aux citoyens et citoyennes, qui est d'avoir donc effectivement quelque chose d'entièrement gratuit qui est forcément séduisant, et notamment alors pour le particulier soit, mais effectivement aussi pour les associations, les structures, justement là on est au sein du forum de l'ESS, donc les structures de l'ESS qui pourraient être engagées en fait dans cette philosophie-là, sont aussi des structures qui sont souvent dans des problématiques économiques, etc. Donc il y a cette espèce de séduction sur la gratuité des services, et donc on est le produit. Et puis il y a aussi ce côté très alléchant, très séducteur, c'est-à-dire qu'il y a toujours un design, il y a énormément de gens qui travaillent sur ça, sur la facilité d'accès, etc. Et en revanche, il y a une sorte de croyance encore qui reste un peu, une sorte de fantôme en fait dans le libre, dans le monde du libre en général, qui est de dire ouais mais non, ça fonctionne pas, c'est jamais stable, etc. Comme si le libre lui n'évoluait pas et était resté dans les années 90 avec du coup un imaginaire en fait qu'on connaît, mais qui n'est pas raccroché au réel, quoi. Complètement. Alors, le numérique, c'est politique. Ça, c'est clairement le truc que tout le monde doit intégrer, c'est que c'est politique. C'est exactement comme si vous choisissez de travailler avec un traiteur pour votre séminaire et que vous vous dites, bon, je vais aller acheter ça chez McDo. Alors qu'en fait, il y a des entreprises locales avec des cercles vertueux. Et tout le sujet, il est là, c'est de se dire comment est-ce qu'au sein de l'ESS, on intègre que le numérique c'est politique, et que du coup, au sein des conseils d'administration, il puisse y avoir des personnes qui soit se forment ou bien qui se disent « Ok, on va entamer une démarche de transition numérique interne vers des solutions plus vertueuses, qui nous respectent et qui ont des démarches écologiques et qui ont une part d'humanité. » Parce qu'en fait, le sujet, c'est aussi l'accompagnement, et on a besoin d'être humain pour être accompagné. Et aujourd'hui, quand vous avez utilisé un service chez Google, par exemple, si vous avez un problème, vous avez un centre d'aide en ligne et vous avez un chat. Alors que l'idée des Chatons, du collectif d'hébergeurs, donc on est au total 97 structures en France, c'est d'être au plus près des territoires. Et c'est de se dire, demain, si une association dans les Deux-Sèvres ou à Troyes souhaite se faire accompagner physiquement, elle peut le faire, parce que y a des gens aujourd'hui engagés dans ces structures. Et avec le Covid, très clairement, il y a eu, on a senti, nous chez Indie Hosters, une arrivée de personnes qui en avaient marre d'utiliser Google et Microsoft, ou tout simplement qui en avaient marre d'utiliser trop d'outils, qui n'avaient pas de stratégie numérique, qui s'étaient pas forcément dit peut-être qu'on utilise trop d'outils, qu'il faudrait que on puisse avoir une stratégie cohérente qui respecte les humains et nos rythmes biologiques. Et donc on a vu qu'avec le Covid, il y a eu ce réveil. Le RGPD, le règlement général de la protection des données, qui est rentré en vigueur en 2018, donc ça va faire 3 ans. Pareil, ça a contribué à se réveiller, se dire ok, mes données, qu'est-ce que j'en fais, où est-ce que je les stocke et à qui je fais confiance, et quelle économie de demain j'ai envie de contribuer. Et ce qui est vraiment intéressant avec les Chatons, c'est que dans ce collectif, il y a un principe, c'est qu'Internet c'est un bien commun. Et donc on va s'entraider, on va mutualiser
Si un hébergeur a une problématique, on va collectivement l'étudier pour se dire comment est-ce qu'on peut la résoudre. Et souvent, on a des problématiques similaires. Donc en fait, même si on est 97 structures, à la fin, les outils, ils sont quasiment les mêmes, mais les usages sont différents. Et donc, que ce soit pour répondre à un usage familial, un usage associatif ou un usage pour des administrations publiques, nous, chez Indie Hosters, par exemple, on travaille avec des mairies, on travaille avec l'ADEME, on travaille avec des acteurs qui ont plusieurs milliers d'utilisateurs sur nos outils. Et notre objectif, c'est vraiment de se dire, les outils libres et open source sont aujourd'hui robustes, stables et permettent une utilisation dans des cadres professionnels. Je vais prendre l'exemple, quand tout à l'heure je vous disais que le numérique c'est politique, l'Assemblée nationale utilise aujourd'hui Nextcloud. Ce que nous on propose chez Indie Hosters, est ce que beaucoup d'hébergeurs chez les chatons utilisent. Et en fait, quand vous dites ça aux gens, ok, ça veut dire que on peut l'utiliser dans des contextes vraiment professionnels de stabilité qui nécessitent une performance là-dessus. Et donc l'image des outils libres open source change très clairement. Ce sont des choses qui sont clairement éprouvées maintenant. Ouais. Et bah, du coup justement sur moi j'ai découvert avec toi là et du coup les chatons, je me semble avoir compris quelque chose d'hyper important, c'est la force de frappe que peuvent avoir aussi les pouvoirs publics et le fait que là actuellement, même si ça change, parce que là tu viens de donner un exemple concret, mais il y a quand même en fait une force de frappe qui existe chez eux pour en fait participer à ce mouvement-là et changer les choses, parce qu'effectivement il existe encore des pouvoirs publics qui financent du privé, des fonctionnements privés. Donc est-ce que tu peux nous parler du bienfait justement que ça a comme tu as pu l'évoquer tout à l'heure, du coup? Le premier bienfait pour les pouvoirs publics, c'est la question de la souveraineté. C'est comment est-ce que je m'assure que mes données qui sont chez Microsoft ne soient pas utilisées à d'autres fins que la raison pour laquelle je les utilise. Et donc on a pas mal d'administrations qui utilisent Microsoft pour leurs mails, mais récemment la métropole de Lyon a décidé de sortir, d'arrêter de payer des licences chez Microsoft et d'aller vers justement des outils libres open source. L'enjeu, donc, il est sur la souveraineté. Donc, reprendre pouvoir sur et reprendre la main sur ces données. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, il est aussi en termes à quel type d'acteur j'ai envie de donner mon argent. Aujourd'hui, on parle des schémas d'achat responsable, on parle de... Et donc, en fait, dans le numérique, il y a des acteurs de l'ESS, ils sont là. Et ces acteurs-là, à partir du moment où vous faites confiance avec eux, vous allez contribuer à une économie de la connaissance où il y a vraiment une volonté de documenter, de partager et d'essaimer. Tout ce qui marche, ce qui réussit et toutes les bonnes ou les mauvaises expériences, elles sont documentées, elles sont partagées, parce qu'une mairie qui va utiliser Nextcloud et qui va par exemple l'utiliser pour la réservation de ses salles à destination des associations, des usagers de sa commune, elle va au début expérimenter, découvrir des problématiques, des avantages, et donc on va documenter ça, et à partir du moment où on a réussi à aboutir quelque chose, on se dit ok, si ça marche ici, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et c'est ça qui est hyper important aujourd'hui dans les pouvoirs publics, c'est de se dire ça a marché là-bas, ça peut marcher. L'autre sujet, et il est hyper important, pourquoi je disais que tout à l'heure le numérique c'est politique, c'est parce que les élus ils ont besoin d'être acculturés sur le sujet. Et clairement, transition écologique, tout le monde on en parle, mais transition numérique, c'est pas assez politisé. Et là-dessus, on constate que souvent, en tout cas c'est assez fréquent de voir des projets numériques qui vont être financés. Par exemple, on a une problématique de mettre en lien des employeurs avec des chercheurs d'emploi. Et donc on va créer une plateforme. C'est la plateforme qui va résoudre le problème. Mais en fait, quand ils vont payer 40, 50, 60 000 euros pour réaliser cette plateforme, ils vont pas forcément se dire « Ah, j'aurais dû intégrer dans le cahier des charges que dans mes critères, il faut que ce soit du logiciel libre et que le code soit open source. » Parce que si le code il est fermé, donc finalement la propriété intellectuelle et l'investissement de la collectivité, il ne va pas être au bénéfice de tous.
Et ça, c'est vraiment le sujet, c'est comment est-ce qu'on développe des mécanismes d'open source, en fait, de contribuer à des projets open source qui sont documentés, partagés, pour être essaimés par la suite. Et l'autre point que je trouvais extrêmement fort du coup, c'est parce que effectivement on l'a pas dit très clairement, mais évidemment tout service ça a un coût, donc évidemment qu'on n'est pas dans la gratuité totale comme peut le faire Google, sauf qu'il y a quand même cette dimension bénévole et d'accompagnement très fort, et donc en fait comme tout dans cette culture là, c'est juste que l'utilisateur va devoir payer le concret quoi, donc c'est un coût rationnel quoi, justement une rationalisation du coût, donc il y a un peu de frais. Et pour autant, justement, aussi, les pouvoirs publics et tous ces gens-là qui ont beaucoup plus de moyens par définition et qui en sont capables, ils sont capables de financer énormément des choses, comme tu viens de le dire, qui sont en plus totalement privées, donc qui vont complètement dans la poche de privés, ça contribue aussi au bien public d'un point de vue purement financièrement, quoi. Ok. Ouais, t'as rien à ajouter à ce que je viens de dire, en fait je t'ai piqué la parole, c'est ça que tu veux dire. Il n'y a pas de souci. Je m'en excuse. Bon, le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est glisser peut-être aussi sur ces... t'en as parlé un petit peu sur la réaction qu'on a pu avoir aussi nous, en tant que citoyens, citoyennes, sur la visio pendant le Covid. Ça a changé un petit peu, on a réagi aussi face à ça. Et en même temps, en parallèle, ce que je trouve assez fort, c'est qu'il y a eu en France, en tout cas, une crispation de la politique avec cette loi sécurité globale qui a été donnée. Donc il y a aussi toute cette dimension, effectivement, d'appropriation des données. Et il y a ce qui m'intéresse, c'est de voir comment aussi, finalement, votre collectif peut agir sur cet endroit qui est le point juridique. Parce que voilà, on a tendance peut-être on visualise pas très bien en fait ce que sont un peu les conditions juridiques. Est-ce que tu peux nous en parler aussi et de voir justement à quel point sur cette on va dire qu'il y a une ambivalence actuellement au niveau politique de la surveillance. Voilà. Alors chez les chatons, donc pour devenir un hébergeur membre du collectif, on doit respecter un certain nombre de principes et il y a notamment les conditions générales d'utilisation. Aucune donnée qui est hébergée chez un membre des chatons n'appartient aux chatons. L'hébergeur, il a une responsabilité, c'est la sécurité, la mise à disposition, mais aucune exploitation n'est possible. Donc ça, c'est un principe qui est respecté. Après, sur la question de la loi sécurité globale, ce qu'on assiste et ce qu'on voit, c'est que sur la question de la sécurité, pour répondre au sentiment d'insécurité, on va vous vendre de la vidéoprotection, sous prétexte que c'est ce qui va permettre d'empêcher les délits. Or, on le voit, c'est que la Cour des comptes, elle le dit, et elle l'a redit dans ses différents rapports, donc la Cour des comptes qui vérifie l'utilité de l'argent public, elle le dit que c'est une gabegie, on dépense beaucoup trop d'argent dans des vidéos, dans de la vidéosurveillance, qui a un résultat très 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 petit. Et donc en fait, et c'est là où le Covid, la loi sécurité globale et l'hyper numérisation de notre société contribuent à une société de la surveillance. Et ça c'est une véritable problématique parce que ça va à l'envers de la sobriété numérique. Aujourd'hui, très clairement, en termes de risques psychosociaux, la visioconférence, elle a vraiment fait du mal à notre société. Quand vous êtes jeune et que vous réveillez à 8h et que vous fermez votre ordi à 22h, c'est vraiment inhumain en fait. Et donc il y a un enjeu de respecter les rythmes biologiques des êtres humains sur la visioconférence. Sur la question de l'espace public, il y a un enjeu de se dire mais attends, pourquoi est-ce que je suis surveillé de partout et on va payer des policiers pour qu'ils fassent du télétravail, c'est-à-dire qu'ils sont derrière des écrans en train de regarder, mais en fait ce dont on a besoin c'est des humains sur le terrain, c'est pas derrière des écrans. Et ça c'est un véritable sujet, et il y a clairement un lobby industriel qui milite pour une utilisation accrue de la vidéoprotection sous prétexte que c'est censé nous protéger. Donc là-dessus, pour nous, il y a un véritable sujet, et la Quadrature du Net, qui est une association qui justement milite pour une législation à l'inverse du gouvernement et de la loi sécurité globale. Récemment, il y a l'histoire des drones. Et puis, il y a aussi tout le prétexte qu'on va utiliser pour se dire on veut lutter contre le terrorisme, mais en fait,
en mettant en place certaines lois, on va aussi les utiliser pour récupérer des militants écologistes qui vont faire des actions de désobéissance civile et des actions non violentes. Donc il y a un enjeu politique, c'est de dire on ne peut pas détourner des lois à d'autres fins que la raison pour laquelle elles ont été faites. Et puis si le gouvernement voulait vraiment lutter contre le terrorisme, il y a un véritable sujet, c'est dans les quartiers, dans le phénomène de ghettoisation, de racisme, de comment est-ce que je me sens français aujourd'hui dans la société actuelle. Enfin voilà, il y a aujourd'hui, on connaît les raisons qui poussent les gens à se radicaliser, et donc on connaît les solutions. Et vraiment là-dessus, la loi sécurité globale, elle surfe sur les peurs. Et ce qui est vraiment dommageable, c'est qu'on va prendre un exemple, une situation, pour se dire « Ah, ce qui s'est passé pour telle personne, il ne faut pas que ça arrive aux autres, et donc on va faire une loi qui va impliquer tout le monde. » Mais encore une fois, si on se considère comme étant dans un pays démocratique, on a besoin de rétablir un lien de confiance avec la police et donc de faire en sorte qu'il y ait une possibilité, oui, d'avoir une vigie citoyenne sur, oui, la police, elle fait bien son travail et donc voilà, en tant que citoyen, j'ai le droit de filmer ou pas ce qu'elle fait, quoi. Mais enfin voilà, c'est la loi sécurité globale, il y a beaucoup de sujets et l'enjeu, encore une fois, c'est quel type de société on veut. Est-ce qu'on veut une société de la surveillance et de la délation ? Ou bien est-ce qu'on veut une société du bien commun, de la confiance et de la coopération, où on va s'entraider. Et voilà, pour moi, c'est vraiment là la différence idéologique qu'il y a, quoi. C'est important, effectivement, il me semble, de bien, voilà, comme tu le fais, en fait, de bien rappeler que, du coup, entre autres, ce collectif, la Quadrature du Net, évidemment, sont là et en fait, ça participe au bien commun et que, justement, le collectif donc, des chatons permet, et donc nous aussi, en tant qu'utilisateurs, en fait, on peut contribuer à ce bien commun-là pour permettre qu'il existe un débat démocratique et donc pour combattre aussi des abus qui existent, malheureusement, comme la loi, je pense, la dernière loi l'a pu le prouver. Et ça, je pense que c'est d'ailleurs de tous bords politiques. Évidemment, là, tu as cité les militants écologiques qui sont les premiers ciblés, mais en fait, la question, c'est jusqu'où peut-on aller dans une débauche, effectivement, de moyens numériques et donc une dérive sécuritaire de surveillance. Je pense qu'on ne peut pas forcément savoir quelles en sont les limites. Et je trouve ça intéressant de se dire que, voilà, en fait, de bien comprendre. Alors peut-être c'est très... je fais peut-être de la pédagogie de bas étage, mais moi, ça m'est traversé l'esprit aussi de ne pas forcément me rendre compte que quand on dit que c'est libre et accessible, ça ne veut pas dire que vous ne répondez pas à des choses qui sont de l'ordre du pénal. C'est-à-dire que si effectivement, on peut le dire, comme tu l'as dit, pragmatiquement, un acte pédophile, c'est condamnable. Donc évidemment, en fait, que ce sera condamnable. La zone floue, actuellement, elle est sur les militants qui veulent faire des choses. C'est aussi sur la zone floue encore plus générale, en fait, du débat démocratique, où tout d'un coup, une crispation, un regard peut se pointer sur nous, quoi. Tout à fait. Nous, on a, chez Indie Hosters, on a des demandes de syndicats, d'acteurs de la désobéissance civile qui ont besoin aujourd'hui de se sentir en sécurité. Et qui nous demandent comment est-ce qu'on peut crypter nos communications, comment est-ce qu'on peut s'assurer que le document qu'on va envoyer, il est à la destination des bonnes personnes. Et ça, c'est un véritable sujet parce que de l'autre côté, on va avoir... Il y a le phénomène de harcèlement syndical, il existe, et donc il y a certains patrons qui l'utilisent parce que dans des périodes de négociation, c'est des périodes de tension, et donc ils vont essayer de récupérer de l'information, enfin voilà. Et c'est pour ça que c'est hyper important, au-delà de la résilience comme on le pense, c'est-à-dire par rapport à l'écologie, c'est aussi de la résilience sur ces données personnelles et sur comment est-ce que moi je maîtrise mon environnement numérique. Que ce soit pour des organisations ou pour des particuliers. Mais je vais prendre aussi l'exemple sur des personnes malveillantes, donc des hackers qui vont par exemple, certains types de hackers, il y a des hackers qui sont très gentils, très sympas. Il y a aussi des phénomènes de rançongiciel. Donc en fait, les rançongiciels, c'est l'idée de se dire je vais bloquer les données de la collectivité ou du CCAS ou bien d'un hôpital. En échange, vous allez me donner de l'argent. Et donc, en fait, donc c'est arrivé malheureusement, et ça va continuer d'arriver. Et donc il y a un vrai enjeu de résilience pour les organisations, pour le service public, pour les associations, pour les acteurs du médico-social,
sur comment est-ce qu'on préserve ces données, parce que, encore une fois, une brèche de sécurité, c'est une porte d'entrée vers une malveillance, et donc plus de services. Et voilà. Et donc ça, c'est un vrai sujet qui dans l'ESS, a encore besoin de culture et d'acculturation sur comment est-ce qu'on devient résilient sur nos données et qu'on est dans des contextes où on respecte la vie privée des organisations et qu'il n'y a pas d'utilisation à d'autres fins que vraiment répondre à votre besoin de vous permettre, de vous faciliter la vie. Parce que c'est ça aussi, il faut le rappeler, le numérique, c'est un outil au service de l'humain. Et donc, il doit d'abord et avant tout nous faciliter la vie. Il ne doit pas nous embêter, nous rendre mal ou bien créer de l'infobésité, de la sursollicitation. Non, le sujet, c'est vraiment de se dire, si on veut de la sobriété numérique, il faut qu'on ait un numérique qui soit respectueux de la vie privée et surtout qui réponde aux usages et pas plus. Voilà. Ok. Super, merci beaucoup. Marwan, peut-être juste pour conclure, savoir comment on peut s'adresser au collectif. Si on est intéressé, donc tu l'as dit au tout début, il y a la notion d'accompagnement. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur si on n'a pas ces notions-là. C'est le but en fait justement du collectif. Mais alors comment on fait concrètement ? Donc vous allez sur chaton.org, donc chatons.org, et vous pourrez voir, soit vous cherchez par service, soit par localisation. Et donc vous avez une carte avec les 97 structures, vous pouvez les contacter. Et puis si vous voulez contacter Indie Hosters pour qu'on vous accompagne sur votre transition numérique avec des outils libres, pareil, indiehosters.net. Mais il faut vraiment ne pas avoir peur de noms d'outils barbares en anglais, des choses comme ça. Il faut vraiment se dire que derrière un hébergeur, il y a des êtres humains. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que grâce au chaton, vous avez des êtres humains dans votre territoire qui vont vous aider dans votre émancipation et dans l'éducation populaire au numérique qui est aujourd'hui vitale et nécessaire. Ok, merci Marwan. Et puis voilà, c'est la fin de l'émission. On peut se quitter là-dessus. Merci beaucoup.